just want to say that all the jury, the members of the jury, award you, and they We can clap. Congratulations. huge contribution to this community and your ability to work in a non-disciplinary world, bringing everybody working together. Good, good. Thank you. Thank you. So thank you, Pierre. Thank you to you. If you have to leave, you are more free now, and we will continue our discussion. Yes. Okay. Yes, please. Okay. I'll stay for a little while, but okay. I'll just creep out. You hardly notice me going. Okay. So we can follow our order, or we can say a bit more informal. Informal. It's up to you. For me, it's okay. I brought some. Sorry, water. Yeah, green tea. Sorry. I will smoke. Fabien, you want to go ahead and say? It's David's turn, right? It's my turn. Yeah, I think so. Fabien. As you want. David, maintenant il est là, d'accord. David, David, your turn. I've got some questions and some comments. First of all, a quick question, genuine question. What difference do you make between where are my notes here, an participatory simulation and an interactive simulation? Is it the same thing? Yes. Okay, thank you. No, it's because in some places you in your memoir you put participatory, and other places you put interactive. Okay. I have the idea that participatory modeling is a general framework, and interactive simulation is just specified to interactive with IBM, interactivity with IBM. But I have to check in my memory if. Okay. Now the kind of model that you had, 2 layers of the system and then the individual participants, I've always found that kind of thing a little bit simplistic. Because society is not made like that. It's not 2 levels. It's several levels. And there's a whole lot of work which is probably worth looking at for your future research, done on intergroup behavior. And those intergroup behavior. And it's work that, if you want links to the 2 levels, and it was all started and developed by somebody called Henry Tajfel, University of Bristol. And he then worked on social identity theory. And it could be an element that would tie these levels together in a more coherent way and bring in certain dynamics that happen when individuals from one group meet individuals from another group, which is what tends to happen a lot especially in conflictual situations. And we can talk about that another time, I'm sure. And again, coming back to research, I mean, a lot of people do research on simulations of games because they kind of think these things are sort of sexy and they really want to sort of get into the nuts and bolts of the game. I think that what should really be driving research is how these companion modeling and simulation can actually achieve the purpose for which they're used. And that comes back down to your idea that we should not have simulation that is totally realistic.
and the other things. Like it's quite in line with, but if you say to yourself, what is going to drive my research projects? Does that make sense? J'ai pas bien. No? Yes, more or less, but I didn't know if it was a question or not. Well, I'm not sure myself. But just to answer for the first part, the extra simplification of the two levels, the micro levels and No, that was well, maybe, but it was a separate thing. okay. Then there's another thing which comes back to what Moira and Marco were talking about, which is impact. Okay. And how it's been a huge thing in simulation for the last 40 or 50 years. How do we know it works? What makes it work? And one of the big drivers of this question is sometimes not mentioned very clearly, is the people who fund this research. That's one thing. They want to know where their money is going. The other driver is that some people kind of get jealous of people like us doing interesting things. So they come along and they say, you got to prove that what you're doing works. And then teacher in another classroom can say that. So my reply to that is, well, how do you know that what you're doing works? The chalk and talk, how do you know that works? Because that people sort of take it for granted. So in a sense, maybe To reverse the question. maybe one of the objectives should be somehow to bring the work that you're doing to the point where people, it's just accepted that it works. Can I add to that? Yeah. Because I think that this ties to the notion of uncertainty and what constitutes evidence for decision making. And so the fact that, you know, there's uncertainty in everything that we do, but like the way that, at least in policy circles, and especially, you know, I'm going to demonize the industry, but like industry being big industry, they tend to co-opt the issue of uncertainty in ways that favor the industry. Like, you can't prove that what we're doing is wrong, therefore we should go forward with what we're proposing. Yeah. But we need to, like, you know, is there a way, is there a place? And I think there is a place for the kind of work that we do to really reframe the questions, like, well, we could put it the other way around. Can you prove that what you are claiming, that what you're doing is okay and will work, is actually going to work? And really inform the public and the people who support policy or who make policy on, you know, what that uncertainty is, how do we measure it, how do we bound it, and how do we still make decisions given, you know, these different kinds of uncertainty. And I think that there's a role of participatory modeling in informing people about this. I think also there's, you know, how do you justify your work? How do you justify the money that you get to do it? And of course, that goes to how do we show that somehow it's having the kind of effect that we would like. It's having a positive effect. And then you have to find out ways to measure it all. And that's very, very messy, very tricky. And huge amounts of money and resources and people have been looking at that for decades, educational measurement and all that kind of thing. But I think there's one thing that your kind of work can use for that, which is the debriefing. It can be built into the whole process, not just at the end, but also during the game. And then, of course, there's the self-report questionnaires that people fill in and that kind of thing. There's also two other things. Andre, she's developed this observation questionnaire. Andre. We have that.
And that might be useful. And then there's a whole other area of what's called ethnomethodology, of looking at or conversation analysis, that can also tease out what is really happening during the simulation. And then Martin Kerr. After David, I want to add something. Sorry? Please go on. Please. Okay. Oh, and then you're talking about, one element that maybe you can sort of add is how do you get stakeholders to manage their own resources more effectively and in a more harmonious way for what's called a développement viable. Okay, but you might also build in how do you get stakeholders to begin more explicitly to organize their own learning process. And so when you're running these things, part of the debriefing is people should reflect on how they're learning, how they're changing. For me, learn and change are the same thing, more or less. They're sort of, two words are more or less interchangeable. So those are, I think, elements that could add a lot of power to what you're doing, gradually make this kind of thing, how can I say, more acceptable to a larger group of people. So all these different organizations, they're all trying to legitimize their work to show that it is something that is valid, and it's got to get acceptance from wider society. And I think that the Common Mod people, we should be paying a little bit of attention to that. And that goes through, publication and measuring and all that kind of stuff. So I think that's about it. I think that you've done fantastic work. And I can see that this is just the beginning. Sure. Martin, you wanted to go on that. I agree with what has been said by David, but I wanted to say that there is a PhD thesis that just have been defended in Marseille in December by a young woman called Camille Richebourg that used the ethnomethodology methods to analyze the case of companion modeling I told you about. Patrick Daquino working on the land reform in Senegal with all the region and with the national level and on policies. And she used the concept of D-Way. She proved that building a companion modeling approach on that subject was building a public, like D-Way. I don't know if my English is good. You know John Dewey? Public what? I wrote down the name because my wording is awful. No. John Dewey. Dewey. Oh, Dewey. Dewey, voilà, sorry. Well, she proved that the way that companion modeling operated in that case is that it built a public for the kind, and that the public define the problem they have to face, this community have to face. And it was not the same in each region, even it was land reform policies that were discussed. And that public create the problem and discuss, and by discussing around the modeling and over the role-playing game, they contribute to better share this representation. But so this is a thesis. There is a lot of method to show that and so on.
I hope there will be publication, but it is one of the way we choose to work on that subject. As David said, we need that kind of method to go further than what we did before. Well, Okay. so Toto, she filmed all the exchanging about each kind of role-playing game. She looked at the arguments people use to exchange about each kind of problem to see if they use the same argument. There has been a huge work done for that. So maybe this will contribute to the future project of Pierre future project. I remember that they play games with the player. It's all the players with its own camera during the games, and so it was a huge work to do after that to analyze all these works, yes, material. I think the use of video to help people debrief could be very valuable. I've done it with in several places. And there is another thesis that has been done last year or 2 years ago about on this idea of social learning, trying to focus. It was too difficult to focus on social learning in the role-playing game experiment, and he tried to analyze the change of knowledge the people have about the problem they have to face at each stage of the game. So how the knowledge evolves, and it has also a thesis also in French, and the paper are not yet there, but there is various kind of things that can contribute to Pierre project in the future. So it seems, Pierre, you need a team of about 100 people to help you do all this research. But Pierre has a large fan club. Not sure. No. I'm not sure, but okay. No, it's true. Okay. My question. I have one question. Can I ask him to Pierre? Yes, Martin, please. So I have a lot of some questions have been already said, so it's not the point. My question is, if you want to focus on the arrangement that people make in your future project, how do you include what you call the other stakeholders, the people that do not want to be in, and that are needed to better understand the dynamics of rules, because the rules are not coming from the people that are involved in the game. They are also associate people that are outside your game. So how do you think about introducing them? Wow, this was I remember the project we did with Marie-Paul. It was really the key point of this project. We had a lot of we discussed a lot about that possibility to invite them or not. Firstly, I'm not sure that they will be agree to participate. But secondly, and if they participated, it was so dangerous finally for the other one, for the I will say the poorest people of the community. And so that we decided, we take the decision not to invite them, just to protect the more vulnerable people. But how do you know that the rules that came from this game are robust? No. You don't know? No. For this example, the only thing is that the people are more confident in the strength of the community, and they want to be more resistant to these outsiders legally for the moment.
That's your idea of using this as a catalyst. But It's a catalyst, yeah. I would like to make a comment about this. In fact, when we did this project, it was the first project of this kind of research in this area. So we have to build really a trustly relationship with people, etc. And it was not the good time to introduce big fishes, big sogers, and so on. Today we have another project, and I think which is more focused on the fish and the management of fisheries. And really what I would like to, but I don't know if I will succeed clearly, it's to bring them the biggest, to bring these biggest fishermen into the table around the game. I know that it will not be like this very easy, but I want to build on the trust that we already have with the population, that it would may be possible. And I think it's really something that was missing in our previous project, because finally, what they change, they organize themselves. Now it's impossible to enter the region without an authorization from them, and so I will say that we change something there. They are really more conscious of what they have and what they have to protect. But if we want to change them in terms of livelihoods, to improve their livelihoods, we need to bring these big people that really have an impact on their resources at the table. Otherwise, but maybe it is the impact indicator you need. If they come, that is to say that your model or your process is functioning because they come. And they have no interest to come. If they come, it is an impact. Maybe. I think they have. Don't you think? I think they have an interest because they also use this resource. But they do not need the model to exploit the resource. So if they come, they think that something interesting is occurring now with this model. They do not need. They can go on and behave the way they want. They have the power. If they come to see what happened, it is an impact indicator. Don't you think? Mm-hmm. It is. Mm-hmm. Because they have nothing, no need to come. But they come, and it's people that have less power than them that play, and they come. So that is the impact. There is some interest in their behavior to see, to improve their knowledge. To maybe it's that way we have to maybe or improve their power. I don't know, but it's question. Yeah, that's question. That's a good point. That's question. Maybe that the fact that they attend is an indicator. And maybe. I am sorry, but I also have to go to my next meeting. Okay. Oh, yeah. Thank you so much, Marco. So I will send you some notes. We will follow up. Yeah. Okay. Okay. Yes, okay. And whatever we will go on the others projects. Okay. Yes. Thank you. Thank you. I'll also jump off. It's great to see you, Pierre. Congratulations, and very nice to meet everyone. And we will definitely follow up here. Yeah. Thank you. Okay. Take care. I agree to that. Bye. Me too. Yeah. Bye. Thank you. Bye bye. Bye. Hasta luego. Ciao. Fabien. Bon bah maintenant on peut parler en français, hein. Fabien, tu veux bien. Oui, maintenant on parle en français. Encore. Moi, je vais être obligée d'y aller, Pierre, mais bon, bravo. Bon, en anglais, c'était dur. Hein. Bah alors, moi qui avais préparé tout mon discours en anglais. Moi aussi, Fabien, moi aussi. Alors, je voudrais dire, bon, déjà, je voudrais commencer, Pierre, merci beaucoup de m'avoir mis dans ce process. Je suis vraiment très content et honoré d'être dans le jury de
de ton habilitation. Vraiment, ça me fait très plaisir parce que je pense que c'est un travail qui est vraiment important. Et ce que j'avais noté justement, c'est que je pense que c'est une recherche d'autant plus importante que vu la crise qu'on traverse en ce moment, je vois pas bien qu'est-ce qui peut devenir plus important que de comprendre notre place dans notre environnement, hein, et notamment quelle doit être notre place dans l'environnement, et plus important encore, comment est-ce que quelles sont les bonnes façons d'interagir avec cet environnement de manière collective en tant que société d'êtres humains qui interagissent, hein, et loin des points de vue individuels délétères qu'on peut connaître. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais commencer par là. Après, sur l'ensemble de ton travail, donc dans l'ensemble de ta carrière, tu as contribué sur énormément de points par rapport à cet objectif, hein, de comprendre comment est-ce qu'on peut interagir collectivement, et notamment par l'implémentation d'outils informatiques. Donc, on discutait tout à l'heure du fait que est-ce que c'était de computer science ou pas, mais évidemment que c'en est. Et sans ça, il n'y aurait pas pu avoir toutes les interactions qu'il y a eu entre les gens qui ont participé aux différents projets dans lesquels tu étais impliqué. Et on souligne pas assez souvent le travail que c'est l'implémentation et l'investissement que ça demande. Donc moi, c'est une partie de ton travail que je trouve tout à fait impressionnante, hein, parce que Cormas, c'est des contributions majeures dans le domaine des simulations multi-agents. Donc c'est tout à fait remarquable. Alors évidemment, si par rapport à l'approche commode, ça suffit pas d'implémenter, et toi, tu es allé, évidemment, tu as fait tout le spectre, tu es allé jusqu'à enseigner aux gens comment est-ce qu'on pouvait justement appliquer cette méthode. Donc là, c'est pareil, je trouve que tu as vraiment fait des choses très intéressantes. Donc tes 19 années d'expérience dans l'enseignement, et puis la manière dont tu arrives à le rendre et ce que ça t'a apporté, m'ont beaucoup touché en lisant ton document, et je pense que là encore c'est une contribution qui mérite d'être vraiment mise en valeur, notamment ta proposition de d'utiliser UML. Tu nous dis que ça a été très apprécié, et je veux bien le croire. Et donc du coup la question que je voulais poser un peu en premier, elle est relative à ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu penses? Alors, l'idée, c'est qu'il y a une balance à faire entre comment les gens peuvent s'approprier les outils et le pas que tu vas faire vers eux pour adapter les outils afin qu'ils le comprennent. C'est-à-dire que comme c'est pas évident de comprendre ce que c'est que le process d'une simulation multi-agent, tu as la plateforme Cormas qui est faite pour les gens qui ne sont pas forcément informaticiens. Mais ce faisant, tu peux peut-être introduire un gap entre ce qui se passe et puis ce que eux vont comprendre. Donc, je me demandais, d'après toi, d'un point de vue technique ou pas seulement technique, mais qu'est-ce qui peut rester à faire du côté d'aller vers l'habitus, là, que tu nous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire ramener l'outil pour que les gens se l'approprient le plus possible. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui reste à faire en termes de formation pour amener les gens à comprendre ce qui se passe derrière le plus facilement possible? Je ne sais pas si j'ai été clair. Dans les outils, quand tu parles bien des aspects UML, hein? Par exemple. Donc, moi, je pense, si tu veux, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de l'UML? C'est ma question un peu. Ah oui. Bah oui, tout à fait, oui. En fait, il y a tout un débat actuellement sur ODD. ODD, ça devient vraiment la chose à la mode pour présenter son modèle, etc., pour publier. Sauf que ODD, en fait, ils sont assez contre UML, en fait. Ils n'aiment pas ça. Et je comprends certains arguments, hein, dans le sens où, en fait, c'est trop technique, c'est trop… Donc, il y a tout un effort à faire pour nettoyer, on va dire, les aspects UML pour que ce soit plus simple et plus facilement appréhendable par des gens qui ne sont pas du tout informaticiens. Déjà. Il y a un travail à faire aussi sur
quand on fait un modèle, en fait, il y a tout un aspect, on va dire, un peu esthétique, quoi. Comment j'organise, où est-ce que je mets mes boîtes, comment je les organise pour pas que les flèches se croisent dans tous les sens, pour que ce soit bien clair, qu'il y a des couleurs, des blocs, que ce soit facile. Voilà, on y revient. Il est pas mal le nôtre. Là, je pense que Ah, ça y est, ils sont venus. Ah, ça y est. Voilà. des, On comparait nos présidents. Il manquait les Américains quand même, mais bon. Ah oui, mais là, franchement, là, On est dans le top 3, quoi. On a les... du psychopathe, de l'abruti, Jean-Pierre Briot, là, vous êtes dans le top. Hein. Alors, la question sur l'UML. Alors, j'étais en train de dire, oh là là, au moment où ça a coupé, j'étais en train de dire qu'il y a un effort donc, pour nettoyer un peu le formalisme dans le sens pour que ce soit plus proche de nos utilisations. Et de l'autre côté, il y a pour le modélisateur, pour celui qui organise en fait, les diagrammes, de travailler beaucoup plus sur justement la façon dont tu vas présenter un diagramme. Ça, c'est quelque chose vraiment que je sois intuitivement que je conçois et que j'aimerais bien justement creuser là-dessus sur comment en fait présenter ce genre de choses. Donc, où est-ce que je les situe dans l'espace pour pas que ça se croise. Les stratégies d'un agent, ben, il faut que ce soit proche de l'agent et non pas proche d'une autre source. Parce que justement, par rapport à ce qui a pu être dit, là, on disait qu'il fallait pouvoir intégrer les nouvelles règles proposées par les participants. Et que une difficulté, c'est de le faire parce que comme eux, ils peuvent peut-être ne pas avoir d'idée sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible en termes d'intégration, si tu veux, de ta règle. Si préalablement ils ont eu une petite, enfin s'ils ont été formés à ça, peut-être qu'ils auront une meilleure idée de ce qu'on peut rajouter ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Ouais. On va creuser encore. Ouais. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que donc c'est vrai que je ne suis pas fermé non plus du tout. Par exemple, là, il y a un formalisme qui s'appelle HARDI, voire PARDI, donc acteur, ressources, dynamique, interaction, et ben, qui est en fait, moi je considère que c'est une sorte de UML. Et donc, on pourrait très bien aussi imaginer d'écrire des éditeurs de HARDI qu'on implémenterait assez facilement. Bon, mais ça, c'est un point. Après, pour essayer de réduire le gap quand même, je sais qu'en fait, en gros, quand on travaille vraiment avec les acteurs sur le terrain, on essaye d'utiliser HARDI. Dès qu'on travaille en pluridisciplinarité avec d'autres scientifiques, j'utilise UML. Pour l'instant. Pardon, Hardy, c'est comme Laurel et Hardy. Donc, comment ça s'appelle? Ça s'appelle, alors maintenant, c'est PARDI même. Donc, c'est P de problème, A de acteur, R de ressources, D de dynamique, I interaction. Ouais. D'accord. Voilà. Okay. C'est qui a fait ça? Michel Etienne. Regardez. Okay. Voilà, ce ne sera pas fait pour traiter des problèmes de génétique ou de micro-organismes. C'est vraiment fait pour travailler sur le type de sujet sur lequel on travaille. Après, j'avais un autre point je pense que ça peut aller vite. Tu dis dans ton mémoire que tu n'es pas intéressé pour aller vers plus de réalisme, ce que je comprends très bien. Ce n'est pas le propos. Maintenant, quand on fait du jeu sérieux, on sait que l'immersion, c'est un facteur très important pour la réussite de l'objectif, par exemple, si c'est de l'apprentissage, et que cette immersion, elle est favorisée par des aspects technologiques. Alors, c'est pas forcément une question de réalisme, mais c'est plus l'immersion, c'est-à-dire que c'est réaliste pour la personne qui est en train de le faire, ou en tout cas, ça participe à son immersion. C'est pas forcément Oui. Et donc, est-ce que tu penses regarder un petit peu est-ce que tu as mis complètement de côté les aspects technologiques? Ou est-ce que tu as vu des choses qui pourraient être… alors moi, je voyais le board là, en contact avec les objets qui sont identifiés, qui sont utilisables. C'est déjà pas mal, je trouve. Mais peut-être qu'on peut aller encore plus loin, tu vois, mettre peut-être que tes objets en hologramme ou j'en sais rien, tu vois. Oui. Non, mais en fait…
je suis pas contre non plus. J'ai simplement, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, je vois que toutes les plateformes, elles sont à fond orientées vers, voilà, si tu regardes Gamma, que tu regardes des plateformes un peu connues, ils sont vraiment orientés sur les aspects assez shiny et assez, bon, déjà très SIG, pur, 100% SIG. Et quand je dis réaliste, en fait, c'est montrer derrière que ça reste un modèle, quoi, que ça reste quand même un truc fait de Lego et que les gens puissent quand même les démonter. En fait, c'est vraiment ça. Une fois quand il y a un truc qui est trop fermé, trop propre, ben, on ne va plus oser Et puis en plus, si tu arrives avec la casquette du scientifique, tu ne vas plus oser en fait casser ça. D'accord, ouais. En fait, Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Pierre, il est assez vintage. Et voilà, c'est le côté vintage. Ah bah, ça va gagner en popularité, je pense. Là. Mais il y a un assez long débat entre dans quelle mesure est-ce qu'on doit rendre un jeu réaliste. Et ça part des jeux ou des simulations très, comment dire, très symboliques jusqu'aux jeux extrêmement détaillés. Et il y a des avantages des systèmes aux deux bouts et les systèmes au milieu. C'est-à-dire, je pense qu'il faut toujours regarder l'objectif de la simulation pour savoir quel est le degré de réalisme ou le degré de correspondance entre la simulation et la réalité. Oui. Bon, il y a tout un débat là-dessus entre qui, etc. Mais du coup, peut-être que tu y gagnerais, si tu veux, dans ton argumentation, à parler d'immersion, plutôt que de pas lier l'immersion avec le réalisme. Et donc, tu peux très bien avoir des objectifs qui vont faire appel à des choses qui vont rendre certains aspects plus réalistes, mais que pour l'immersion. Le but, c'est pas de rendre le truc réaliste. D'accord. Je sais pas si tu m'as suivi. Mais quand les gens choisissent eux-mêmes leur manière de représenter leur espace, qu'est-ce qu'il y a de plus réaliste que ça, d'après vous? Puisqu'ils choisissent, ils disent, moi, le type de, je sais pas moi, tel paramètre, j'en ai pas besoin. L'altitude, j'en ai pas besoin, par exemple. Moi, par contre, j'ai besoin de la nature du sol. Et moi, c'est ça que je veux. Bon, eh ben ça, c'est le réalisme. Mais par contre, si un autre acteur veut un autre paramètre, c'est le réalisme. Je pense que l'approche commune, par le fait que le jeu, il est fait avec les acteurs quand même, sur la base d'une représentation qu'ils partagent. C'est ça le réalisme. Oui. Et après, discuter des différentes formes de réalisme, ça fait partie justement du learning qui est permis par le jeu, puisque chacun va échanger ses points de vue dessus. Il y a un aspect de tout ça qui m'a toujours, comment dire, pas toujours, qui depuis un certain temps, m'a toujours guidé, c'est je me suis rendu compte qu'en fait, simulation, ce n'est pas dans les artefacts, ce n'est pas dans les matériaux, ce n'est pas dans l'ordinateur, c'est nulle part, c'est dans la tête des gens, et pas plus. Et c'est assez facile à démontrer, par exemple, Pierre, tu es à Montpellier. Alors, je peux expliquer à quelqu'un, bon, mais Pierre, il est là. Moi, je suis ici à côté de Nice. Là, j'ai fait une simulation. Et vous acceptez totalement que ça, c'est Montpellier et ça, c'est Nice. Et c'est dans la tête. Et je pense que il ne faut pas trop voler aux participants cet engouement, cette capacité de suspendre, comment dire, suspend disbelief, suspendre la non-croyance dans la chose. C'est-à-dire, il faut qu'ils se permettent de l'imaginer. Et un autre aspect de ça, c'est que j'ai entendu quelqu'un, il y a des années, c'est resté là, qui a dit un jour qu'il préfère nettement les pièces de théâtre ou je ne sais pas quoi à la radio
qu'à la télévision, parce qu'à la radio, le paysage était beaucoup plus beau. Mhm. Voilà. Et c'est parce que c'est ici. Et je pense qu'on ne fait pas, on ne tient pas compte assez dans la conception de ces outils que, en fait, tout est ici. Mhm. Bah alors, je vais rebondir là-dessus pour terminer, parce que c'est lié à la dernière question que je voulais poser, ou en tout cas une sorte de commentaire, parce que je voulais juste savoir si tu es d'accord avec ça. Comme tout est dans la tête, et que un des prérequis pour que tout ça fonctionne, c'est un peu ton background, quoi. C'est d'arriver à coller au background des gens pour arriver à faire passer une idée. Est-ce que tu ne crois pas que on y gagnerait beaucoup, alors c'est du long terme, hein, mais à enseigner les bases des systèmes complexes depuis l'école élémentaire, sachant que si tu veux, si je me réfère à Prigogine, lui, il te dit que un des enjeux pour la science, c'est de laisser tomber la vision analytique qu'on peut avoir des choses, pour aller vers la compréhension du fait que les choses sont de manière inhérente complexes. En fait, la complexité fait partie, vraiment, c'est un axiome de ce qui se passe autour de nous. Et que, si tu veux, quand tu vas faire participer les gens à ces simulations, s'ils avaient déjà ce background-là, je pense qu'ils accepteraient beaucoup plus facilement de participer, ils auraient vraiment pour moi, à mon avis, c'est le background essentiel, si tu veux. Et je sais pas comment vous commencez vos cours là quand vous faites voilà, ouais, si tu veux, moi quand je présente les simulations multi-agents, en fait je commence par un ou deux slides sur le fait que la complexité, quoi, des systèmes. Et pour laisser tomber ce côté, si tu veux, il faut bien comprendre qu'on n'arrivera pas à tout modéliser justement, et que le but, c'est un média, comme tu l'as bien dit dans ton document, le modèle. Oui. Et donc, voilà, est-ce que cet aspect-là, il est quand même, il me semble super important, quoi. Ça me fait penser qu'en Uruguay, par exemple, la philosophie, on commence à l'apprendre en 6e. Mmh. Et ben, je pense que dans le même genre d'idée, quoi, une idée vraiment originale, on pourrait vraiment, en effet, commencer par ça aussi. Ouais. Quoi, plutôt. Après, Moi, je les crois enfants, ils vraiment sont ça. très habitués aux jeux vidéo, hein, donc c'est perçu comme ça parfois, hein, nos outils, quoi. Donc il y a déjà, mais en fait, le désavantage du jeu vidéo, c'est que on t'apprend pas à construire le jeu, on t'aide pas à construire le jeu vidéo, quoi. On te fait juste jouer, quoi. Enfin, il y a des jeux, en fait, c'est marrant, moi mes gamins, ils jouaient beaucoup aux jeux vidéo, et pendant très longtemps, ils ont joué à un jeu le plus simple possible. Vous savez, c'est une espèce de ligne, on dessine une ligne sur un écran, et après il y a un petit bonhomme qui descend, qui fait des sauts, etc. Mais ils ont passé, en fait, alors qu'ils avaient des jeux en 3D à côté, mais ils ont passé des journées à s'éclater à jouer avec celui-là, quoi. Donc il y a des choses simples à designer. Le paysage est plus beau à la radio. Voilà. On y revient. Mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, je m'arrête là. Félicitations. Merci pour ton document, pour la soutenance. Merci beaucoup. Juste pour les autres, pour dire que en fait, Fabien, on se connaît depuis qu'on a commencé notre thèse ensemble au LIRM, il y a bien longtemps. Il y a un sacré paquet d'années. Ouais. Voilà, on a commencé il y a ensemble 22 ans, quoi. Avec Jacques Ferber. Ah, d'accord. Bon, Pierre, on va peut-être arrêter là. Moi, j'avais une autre question, mais on en parlera. C'est justement, puisque Marco n'est pas là, c'est par rapport à la suggestion qu'ils te font tous de sortir des solutions et surtout comment ça s'appelle, de voir quand ça échoue ou quand la démarche a échoué ou pas. C'est parce que ce que tu proposes là, le KickTech, là, ça peut être un outil aussi de diagnostic. Tu vois,
il te permet de voir justement pour identifier les variables que eux ont déjà listées, parce que toute cette communauté elle a déjà listé toutes les variables. On ne va pas recommencer. Donc peut-être qu'ils voulaient que tu répondes, il faudrait que tu testes avec nos approches quelles sont les variables qui sont pertinentes ou pas dans la recension qu'ils ont fait. Parce que la communauté d'Ostrom, là, elle est partie dans 3 directions, mais on en discutera ensemble. Hein. Ça, je veux bien, ouais. Ils sont partis dans 3 directions où ils testent ce qu'elle a fait, les frameworks qu'elle a fait. Ils en sont là, de différentes manières, soit d'une manière où ils utilisent les variables pour voir si on peut diagnostiquer, avec des statistiques, pour voir si on peut diagnostiquer le succès ou l'échec des modèles de management, soit ils vérifient la robustesse d'un seul des facteurs, soit une troisième école, celle où est Marty, où est Janssen avec Anders, c'est qu'ils ont proposé une autre formulation du framework d'Ostrom pour voir si les règles sont robustes, pour tester la robustesse des règles par rapport à la variation d'un des facteurs. Donc, ils voulaient un peu peut-être que tu te positionnes par rapport à là. Je trouve que c'est intéressant qu'on y réfléchisse, que l'évolution du projet Commode, comment il se situe par rapport à ces 3-là. Clairement, on n'est pas dans l'approche statistique, mais peut-être entre les 2 autres, il faut bien réfléchir. Oui. On ne va pas refaire un framework avec toutes les variables qui jouent sur la réussite ou pas, quoi. C'est pas possible. Mais par contre, on est plus dans une optique des 2 autres écoles. Donc voilà, il faudrait qu'on en reparle. OK. Ouais. Donc là, comme tu l'as présenté, ça ouvre plein de portes par rapport à ça. Voilà. Ah, c'est bien ça. Bon. Tant mieux. Bon, clôture. Je me suis régalée, en tout cas, bravo. Ouais, merci. Bravo. Et moi, je voulais juste dire qu'il y a un des aspects que j'ai beaucoup aimé dans le manuscrit de Pierre, c'est la manière d'écrire. J'avais l'impression de l'entendre. Et j'ai beaucoup aimé sa conclusion sur la transmission, parce qu'en fait, ce qu'il dit pas, Pierre, c'est que une fois qu'on a travaillé une fois avec lui, on a envie de travailler tout le temps avec lui. Et du coup, il a un très bon transmetteur de sa passion et de son savoir. Voilà. Ah, c'est gentil ça. Oui. Ouais, tu as dit dans ta présentation, il y avait warmth et complicity, c'est vrai. Et puis j'ajoute smile. Voilà. J'arrive pas à ne pas sourire. Bon. Et bien, merci à tous. J'ai toujours plaisir d'écouter Pierre, de travailler avec lui et d'interagir avec lui. Et là, ça ne fait pas une exception. Ça, c'est dans la lignée de... Ça fait toujours un grand plaisir. Voilà. Peu importe le contenu. Et le contenu, c'est important quand même. En tous les cas, merci à tous parce que c'est vrai que c'était vraiment très agréable, même surtout la discussion. C'était beaucoup plus laborieux, on va dire, la présentation. C'était en anglais. C'était en anglais. Et puis en plus, à un moment donné, quand j'ai vu en fait que l'heure était tranquille, j'ai pris mon temps, j'étais plus détendu, mais jusqu'à ce que c'était trop tard. Mais sinon, voilà, à part cette présentation, c'était vraiment très intéressant et super agréable en fait, d'échanger. Et puis, en fait, c'était aussi l'opportunité de faire discuter des gens qui ne se connaissent pas forcément. Ouais. Ah oui. J'ai bien aimé, quoi. Merci beaucoup. Je suis content de rencontrer les autres. De même. Plaisir partagé. Bravo. Mais je pense que, Pierre, tu as été un peu... Tu cherchais tes mots en anglais parce que tu es interdisciplinaire et multilingue. Tu as l'habitude maintenant tellement du portugais et de l'espagnol. Ouais. Ah oui, j'aurais préféré les prendre dans ces langues-là. Oui, tu n'as plus l'habitude de parler anglais. Oui, ça a été dur. Ouais. Juste peut-être, enfin, je ne vais pas retenir, mais j'osais plus intervenir sur c'est fondamental, effectivement, la question de l'évaluation, la question de des simulations. Moi, dans notre projet SimPark, on évalue ça en disant que pour la partie jeu de rôle, on travaille au niveau épistémique, c'est-à-dire on ne cherche pas à... On travaille au niveau du process et Commode. En fait, j'ai récupéré ça de Commode. Et ça permet d'évacuer le problème
de garantir qu'on a effectivement la meilleure solution, la solution, etc. Donc donc, et il faut faire, et pour les évaluations, non, pour les évaluations, bah oui, on peut pas, c'est difficile d'avoir une population de contrôle où on va prendre d'autres stakeholders en imaginant qu'ils sont interchangeables et qu'on peut faire, Ah oui. Oui, mais sans commode, sans rien et comparer. C'est évidemment très difficile. Oui, mais peut-être qu'il faut faire du random. Tu sais, il faut faire comme font les gens en économie maintenant, comme fait Esther Duflo. Prendre les gens au hasard, tester à plusieurs endroits et puis faire, tu vois, faire de la randomisation. C'était aussi une des pistes à voir. Est-ce que ça va voir? Mais moi, ce qui me plaît par rapport à cette idée d'impact, c'est parce que tous les modèles économiques, moi je suis économiste, tous les modèles économiques dont le résultat est jamais bon, ne correspond jamais à la réalité, on ne leur demande pas s'ils vont dans leur impact et comment, tu vois, c'est fou, cette question, elle est posée à partir du moment où ça fait intervenir des agents réels dans le game, quoi. Tant que c'est un modèle avec des variables et tout ça, on ne te demande pas d'être sûr de l'impact, tu vois. C'est fou quand même, ça m'interroge ça. Enfin bon. Oui, mais ça c'est bon, c'est le système scientifique aussi. Il faut toujours montrer techno-scientifique. Il faut toujours montrer l'impact. Il faut montrer les résultats. Il faut, enfin bon, non, mais on ne le demande pas au modèle. On ne le demande pas aux autres modèles qui se trompent toujours quand ils prévoient s'il va y avoir un déficit ou pas un déficit de la France. Ils sont toujours faux. Ah oui, oui, ça. Voilà, c'est ça que je te dis. L'économie fait partie des sciences inexactes. Voilà. Et nous, et les informaticiens, des sciences inhumaines. Très juste. Ok. Bon. Eh ben, Nous, on va boire une petite bière. Bah oui, alors moi j'ai préparé mon. On va fêter Non, quand pas même la cette HDR. Mais je vais aller me chercher un verre alors. Ah oui, hein. Donc, je crois que Pendant un moment, j'ai commencé à boire. Je vais chercher quelque chose. Attends. Ah, on a les cacahuètes. Voilà, je vais aller voir si Martha a l'air dans une conversation. Moi, je vais trinquer avec un café. Ah,